les documents. Bonjour Xavier et merci de nous rejoindre. Alors pour commencer, il serait intéressant de savoir comment vous avez rencontré notre invité et ce qui a conduit à votre collaboration, notamment sur le dossier de Jean-Michel Trogneux. Les hasards de la vie, non, on a été mis en relation, on s'est tout de suite appelé et tout de suite ça a matché au niveau de comment on pouvait avancer en vérité. Quand on discute avec Aurélien, en fait ça va très vite. On vit dans une époque malheureusement où les gens sont un peu lourds, comprennent pas bien. Enfin, vont pas très vite, quoi. Là, ça va vite, quoi. En 2 minutes, on est capable de bricoler un truc. Euh, voilà, je donne une idée, il rebondit, je rebondis, et en fait, il y a beaucoup de tweets comme ça qu'on mûrit à partir d'échanges où lui s'occupait de son fils, moi je mettais la table, on avait l'oreillette, tiens, on pourrait faire, par exemple, l'histoire de Gérard Miller. Elle est c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Vraiment, en 2 minutes, je lui dis, tiens, j'avais fait un portrait de Gérard Miller, tu devrais regarder, euh, puisque je savais que sa mère était psy, ça pouvait l'intéresser, il y avait le sujet de l'hypnose, je lui dis, il y a le passage à reprendre, tu peux lancer, avec ta visibilité, tu peux relancer un appel à témoins. Et 2 semaines après, même sans qu'on s'en rende compte, c'était sorti dans Elle, c'était sorti partout. Et aujourd'hui, on a cancel Gérard Miller. Donc en fait, on arrivait quand même à canceller des cancellers, quoi. Donc c'est assez intéressant et bon, il est évident que ce schéma euh, a très rapidement dérangé le pouvoir. Euh, et puis effectivement, Aurélien a été banni donc de X. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le dossier attire l'attention euh, de très grande puissance, puisqu'on est sur l'état-major du Parti républicain aux États-Unis. On est chez les Russes, on a deux sujets des principaux présentateurs, voire même patrons de l'audiovisuel public russe, en Chine, etc. Donc le dossier devient incontournable. Et la censure donc de Zoé Sagan, effectivement, est un aveu de faiblesse énorme. Et en même temps, c'est très drôle puisqu'on nous vend toujours qu'Emmanuel Macron serait l'homme du 21e siècle et que les Français seraient restés dans le 20e siècle et qui comprendraient pas le génie d'Emmanuel Macron, qui est souvent, donc, quand on discute avec des gens de la caste, comparé au premier de la classe dans le petit Nicolas, le nom m'échappe, Aignan, je crois. Euh, et donc en fait, les Français le détesteraient parce qu'il serait le premier de la classe et que lui serait rentré dans le 21e siècle et que les Français n'y seraient pas prêts. Or en vérité, c'est pas ça. Si vous bloquez Zoé Sagan, d'abord vous passez le message à Elon Musk que c'est ce compte-là qui dérange. Or le patron de X a accès par définition à qu'est-ce qui s'est passé sur ce compte au cours sur un an. Donc, il sait très bien ce qui dérange Emmanuel Macron. Aujourd'hui, Musk est très proche de Donald Trump. On voit des influenceurs stratégiques de Donald Trump qui aujourd'hui nous citent nommément et relaient l'affaire avec leur liberté d'expression qui évidemment n'est pas la nôtre, puisque nous n'avons pas le premier amendement, mais en bloquant un compte au niveau franco-français, ils ont imaginé qu'ils pouvaient bloquer la diffusion de l'information, ce qui prouve que Emmanuel Macron est effectivement un homme du XXe siècle. D'ailleurs, le Wall Street Journal, quand il est arrivé au pouvoir, avait regardé ses équipes, son programme, et avait écrit mais c'est quoi ce truc des années 80? Et en fait, Macron, c'est le dernier produit du boomerisme, c'est-à-dire que c'est enfin toutes ses références, tout ce qu'il est, toute sa façon de communiquer, de se croire malin, tout pue les années 80. Et donc voilà, donc précisément c'est nous qui essayons de faire entrer la France dans le 21e siècle. Et, Est-ce que justement, pour pouvoir se pardon Xavier de vous couper, est-ce que justement c'est ce boomerisme, en fait, c'est cette lutte contre le boomerisme qui vous a plu chez Zoé Sagan quand vous avez commencé votre collaboration? Est-ce que c'était pour y mettre un terme? Vous avez trouvé une espèce de nouveau souffle chez Aurélien et dans le personnage de Zoé Sagan? ce qui était intéressant, c'était effectivement une approche des réseaux sociaux très performante, et puis un talent d'écriture.
et qui permettait de faire plus de choses que ce que nous on faisait dans Faits et Documents, où on a effectivement certaines contraintes. Donc ça permettait de mettre en scène l'information qui pour l'essentiel était vraie et n'a jamais été démentie, ce qu'on a pu sortir sur Jean-Michel Baillet, sur la famille de Laurent Geoffrin, sur Gérard Miller, sur vraiment sur tout un tas d'individus de pouvoir est indiscutable en vérité. C'est indiscutable. Sur Jean-Marc Borrello aussi, tu avais fait un excellent travail. Rien n'est discutable, même sur Brigitte. Ce que tu as fait sur Epstein, moi, ce qu'a fait Fait et Doc, on l'a oublié parce que ça a 3-4 ans, mais ce qu'a fait Fait et Doc, je l'ai découvert d'ailleurs après coup, et donc j'invite vos auditeurs à s'intéresser à ces numéros. C'est-à-dire que, comme ça travaille en source ouverte, il a condensé beaucoup de choses qu'on oublie en fait, et qui sont au regard surtout de l'actualité là de la rentrée, qui prennent une autre dimension. Et le travail qu'a fait Xavier avant même que les copains d'Epstein soient arrêtés en France, ça n'a pas été salué, j'allais dire pas assez salué par ses confrères, voire pas du tout. C'était un travail absolument colossal et qui a pas pris une ride, hein, qui est d'actualité. Qui, moi, si j'étais Netflix France ou Amazon Prime France, j'irais mettre un billet pour acheter sa série sur Epstein pour en faire une série documentaire. Parce que je donne une idée, ça, voilà, comme on sera regardé par certains producteurs. Lisez si vous ne l'avez pas fait, vous avez c'est 100 fois mieux que le Bureau des légendes, quoi, voilà. Voilà, et ce qui se passe en France est en train pour revenir à Epstein et faire le lien avec d'autres dossiers, ce qui se passe en France est du coup en train d'attirer l'attention partout dans le monde. Là, on le voit avec l'arrestation effectivement du fondateur de Telegram, et les gens commencent à creuser, à se dire mais attendez, il est arrêté avec des accusations de faciliter la transmission d'images pornographiques, mais à ce moment-là, les gens vont s'intéresser au trafic de fichiers pédopornographiques dans le monde, et ils vont découvrir que ce sont les serveurs de Iliad, dont le patron est Monsieur Xavier Niel, gendre de Bernard Arnault et grand protecteur des Macron, qui est au centre de ce trafic au niveau international. C'est même été écrit dans le journal Le Monde. Voilà. Donc c'est des informations comme ça que peu de gens savent, qui méritent d'être médiatisées. Et là, Le Monde commence à s'intéresser à ce qui se passe effectivement en France. Les gens vont commencer à s'intéresser à Monsieur Jack Lang, vont commencer à s'intéresser à qu'est-ce que faisait Jeffrey Epstein en France, qu'est-ce que faisait Ghislaine Maxwell en France, pourquoi Jean-Luc Brunel aussi et français était en France, pourquoi Éric Dupond-Moretti. C'est vrai, les gens ne savent pas, par exemple, que le ministre de la Justice a fait toute sa carrière sur Outreau, où il y a 12 enfants reconnus victimes, et lui, il construit un narratif autour des acquittés. Donc s'il y a des victimes et des acquittés, qui a violé les victimes? C'est ce qu'on aimerait comprendre. Ensuite, on va découvrir que c'est l'avocat du crime organisé. Ensuite, on découvre que dans un procès à Amiens, il a été l'architecte d'une stratégie de défense autour de l'inceste heureux. Vous voyez, moi j'ai fait un petit entretien avec Candace Owen, et je lui ai expliqué que le French DOJ, le ministre français de la Justice qui avait été placé là par Brigitte Macron, avait été connu parmi les pénalistes pour avoir bâti une stratégie de défense autour de l'inceste heureux. Quand vous regardez les yeux de votre interlocuteur, vous sentez qu'il se demande si vous le prenez pour un con, tellement c'est compliqué à croire. Vous voyez, et donc on en est là en France, et c'est très très bien cette radicalisation du pouvoir, parce qu'effectivement de plus en plus de gens à l'international commencent à s'intéresser à ce qui se passe en France, et on voit encore une fois la circulation de l'information à l'heure de la mondialisation n'est pas du tout pris en compte par la caste médiatique et la caste politique. C'est l'exemple de la fameuse photo en maillot de bain de Brigitte Macron qui nous Alors, justement, Xavier, excuse-moi de te couper. Alors, l'affaire Brigitte Macron a fait le tour du monde, et plus récemment encore depuis, tu en parlais, que Candace Owen s'est emparée du dossier, et tout récemment, une photo, bah voilà, on la voit, la photo a fait le buzz. Elle a fait le buzz. Le cliché a fuité ou a été autorisé par l'Élysée, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, elle n'a pas été autorisée par l'Élysée. C'est pas comme ça que ça se passe. Les Macron, d'abord, faut se rappeler, toujours repartir des épisodes précédents, vont construire une piscine au fort de Brégançon
qui est la résidence d'été des présidents de la République depuis le général de Gaulle. Et ils vont construire une piscine en arguant précisément de la protection de leur vie privée, car ils souhaitent éviter les paparazzis, sachant que l'écosystème de la presse people en France est géré par un personnage sulfureux sur lequel on va pas revenir, puisque cette problématique est largement connue du public français, qui est Michel Marchand, qui sert à la fois de filtre et d'agence de presse. Elle est à la fois protégée et protectrice des secrets des uns et des autres, tout en laissant filtrer. Enfin, c'est une officine, si on veut. Et là, ce qu'on voit, c'est des photos qui sont prises par une agence tchèque. Ces photos, donc déjà les Macron vont construire une piscine pour éviter d'être paparazzés et vont se baigner dans la mer. Donc il y a quand même toujours, ça c'est leur psychologie. Si on comprend pas leur psychologie, on comprend rien au dossier. C'est-à-dire de jouer toujours avec la limite. C'est des transgresseurs, c'est des jouisseurs transgresseurs. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Avec un rapport à leur vie privée et au secret entre guillemets. Qui est bizarre parce que ce secret est sans cesse revendiqué tout en déployant des stratégies pour le maintenir secret. Enfin, c'est très bizarre. Si on veut que ça reste un secret, on n'en parle pas sur TF1 comme de son pire souvenir de président de la République. On dit pas que son film préféré c'est Certains l'aiment chaud, etc. Voyez. Et donc là, on sait qu'il y a des paparazzis. On a fait construire une piscine pour éviter ça, mais on va quand même, parce qu'on est des jouisseurs transgressifs, on va quand même faire un tour, et des ploucs, entre parenthèses, puisque quand même, il y a toujours cette dimension de plouc dans la balade en bateau, enfin, passons. Et donc, une agence de presse tchèque fait une paparazzade, quoi. Et les photos sont vendues. Donc, on a vu des photos fin juillet, début août dans Voici, qui sont prises le même jour, sauf que dans Voici, effectivement, Brigitte a été coupée et les gardes du corps ont le visage flouté et les tatouages floutés. Ensuite, d'autres photos de Brigitte un peu plus correctes sont publiées dans Paris Match dans la foulée sur les vacances d'Emmanuel Macron à Brégançon. On nous explique comment Brigitte Macron a souffert de la haine qui s'est déversée sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, il restait des photos. Donc, ces photos qui ont aujourd'hui beaucoup circulé et qui finalement ont atterri dans l'édition L en Slovénie. Voilà, sauf que à l'heure de la mondialisation, l'édition à l'époque, il y a 20 ans, il y aurait un type qui aurait découpé les photos, qui les aurait envoyées par la poste, on les aurait reçues, on les aurait publiées. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Vous recevez un lien, tiens, regarde ce qui est sorti dans Elle en Slovénie. Vous balancez la photo. Personnellement, je l'ai envoyé à Candace Owell, qui l'a immédiatement publié. Ça a fait 21 millions de vues. C'est-à-dire qu'on est sur des audiences de finale de Coupe du Monde quand même, ou de débats supérieurs à des débats de deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc tout le monde voit cette vidéo et voit ce qu'il y a à voir. Alors après, on a toujours le microcosme pseudo-dissident français qui fait croire que le problème, c'est que sur le bateau, il y a un drapeau européen et non pas un drapeau français, avec une hypocrisie, parce qu'évidemment, sinon, sur les photos de Voici, on voyait déjà que c'était un drapeau européen. À ce moment-là, il fallait le dire au moment des photos de Voici. Donc là, c'est le microcosme pseudo-dissident français. Et puis, donc, ça fait marrer tout le monde. Et tout le monde reçoit la photo. Tout le monde a reçu 4-5 fois la photo dans la soirée. Voilà, tout le monde voit ce qu'il y a à voir. C'est grotesque. C'est la France en 2024. C'est l'image de la France en 2024. Et évidemment, les journalistes. Alors ça fait marrer tout le monde, oui, ça fait marrer tout le monde, sauf que il y a quand même une sortie donc d'une journaliste ou éditorialiste, hein, donc Alba Ventura qui va faire un petit édito de 3 minutes sur cette photo, sur l'homophobie, sur la transphobie, pardon. Donc qu'est-ce que ça dit déjà là, faut voir l'hypocrisie. Le mélange de nullité et d'hypocrisie et comment fonctionne le landerneau médiatique parisien. Il faut savoir que eux, ils sont recrutés sur la matinale de TF1 qui cherche à se relancer puisqu'ils sont distancés, je crois, par Télématin, enfin par toutes les autres matinales. Donc ils installent cette matinale, ils ont recruté Bruce Toussaint à BFM, Alba Ventura, etc. qui est venu de RTL. Donc en fait, il faut qu'ils se fassent connaître. En même temps, ils ont reçu cette photo comme tout le monde pendant le week-end. Et en fait, on peut très bien imaginer qu'en conférence de rédaction, ils se disent, bon, est-ce qu'on la diffuse ou est-ce qu'on la diffuse pas? Et donc, comme ils vont la diffuser, parce que malgré tout, faut pas croire que l'Élysée était content de ce sujet-là. Ils se disent, putain, TF1 a diffusé la photo. C'est ça qu'ils se disent. Donc, du coup, pour se couvrir, ils chargent la barque. Mais tout ce qui est excessif et dérisoire, et effectivement,
ça vire à l'appel au meurtre. C'est-à-dire que là, on est carrément sur faut éradiquer les cafards. En plus, Bruce Toussaint ou Alba Ventura, c'est pas les pires, c'est des gens qui viennent des médias populaires, c'est-à-dire RTL, TF1, qui sont pas dans un circuit de médias, je dirais, politisés à outrance, du style Libération, etc. Et c'est toujours les journalistes, disons, les moins nuisibles qui vont justement en faire le plus pour se dédouaner précisément d'avoir montré la photo, ce qui fait un très bel extrait, puisqu'effectivement, comme on est dans la mondialisation, puisqu'on est au 21e siècle, nous, ça nous permet effectivement d'envoyer cette vidéo à nos contacts en Russie, d'envoyer cette vidéo à nos contacts aux États-Unis et de bien expliquer aux gens qu'en France, un journaliste d'enquête qui a établi un fait, une information, c'est pas une rumeur, c'est pas une fake news, c'est une information au sujet de la soi-disant première dame, eh bien, est traité de cafard à éradiquer sur la chaîne numéro 1 en France et il me semble en Europe. Je crois que TF1 est la chaîne numéro 1 en Europe. Donc voilà où on en est au niveau de la liberté, non pas de la liberté d'expression, mais de la liberté d'informer en France. Et la terre entière l'a vu. Et puis comme une séquence chasse l'autre, immédiatement derrière, le fondateur de Telegram, qui est quand même le Mark Zuckerberg russe, puisque c'est à la fois Vcontact et Telegram, est arrêté effectivement à l'aéroport du Bourget. Et tout ça devient absolument clair pour tout le monde, c'est-à-dire que les globalistes, les mondialistes ont peur de perdre la face avec l'élection de Trump. Il y a un repli qui s'opère sur la France. Ça fait très longtemps que je suis pas revenu à Paris, mais on me dit que le centre de Paris a été complètement changé à la faveur et du Covid et des Jeux Olympiques et qu'aujourd'hui le centre de Paris est intégralement sécurisé. C'est Emily in Paris et on est en train d'en faire avec des magasins de cupcakes, de choses comme ça qu'il n'y avait pas du tout avant et qu'on est en train d'en faire une sorte de village de repli pour effectivement l'hyperclasse mondiale au cas où les choses tournerait mal aux États-Unis. Donc on comprend pourquoi cette hyperclasse mondiale qui a détecté Macron très très en amont, tout ça a été documenté dans Faits et Documents, et arc-bouté sur ce personnage, et les médias français sont aux ordres, et les Français vivent dans un univers qui est absolument sous cloche, c'est-à-dire que tout ce qui est reproché aux Nord-Coréens est incroyablement vrai en France. Enfin, c'est vraiment notre grand leader. C'est-à-dire que c'est la cérémonie d'ouverture des JO la plus réussie de l'histoire des JO. Les JO de Paris étant eux-mêmes les JO les plus réussis de l'histoire des JO. Enfin, tout ce qui se passe est absolument génial grâce effectivement à notre grand leader. Alors jusqu'où ça va aller, jusqu'à quand les Français vont-ils supporter ce carnaval, parce qu'il n'y a quand même pas d'autre mot, quoi. Moi, je sais pas. Je me pose des questions. Après, c'est un peuple extrêmement vieillissant. C'est un peuple qui a peur. Les éléments qui ont tenté de se révolter, qui étaient les perdants de la mondialisation, c'est-à-dire les gilets jaunes, ont été quand même massacrés. Hein. Il faut voir qu'il y a un bilan. On est la page Wikipédia des gilets jaunes. Il y a un bilan en mort. Les gens, on leur a arraché les yeux. Enfin, je veux dire, en France, quand des gens manifestent dans la rue, on leur arrache les yeux. Enfin, vous voyez. Donc, on en est là. Moi, j'ai une commission rogatoire internationale au cul en Italie pour soi-disant antisémitisme, pour avoir donné la liste des propriétaires de médias en France. Et le parquet national de lutte contre la haine en ligne. Alors normalement, la diffamation, c'est 3 ans. Alors là, il n'y a pas de diffamation puisque aucune des personnes citées ne peut porter plainte. J'avais même pas noté leur origine, rien. J'ai juste donné un tel et Bouygues est propriétaire de TF1. Vous voyez, Bolloré est propriétaire de CNews. Donc ça, c'est considéré effectivement par un signalement pharos, c'est-à-dire qu'en fait, il y a personne qui porte plainte. Ça atterrit sur le bureau du parquet national de lutte contre la haine en ligne, qui 3 ans après cette mini vidéo, donc là, je crois que c'était 3 mois en droit de la presse, hein, c'est 3 ans après, est déclenché 15 jours après la publication des photos de classe de Jean-Michel Trogneux. Donc cette commission rogatoire internationale qui m'a valu d'être auditionné par les carabiniers italiens qui comprenaient même pas les questions qu'ils posaient, puisque les questions qui étaient posées, que les carabiniers donc devaient me poser, étaient pourquoi avez-vous accepté de répondre à la question qui vous a posé la question qui,
qui a fait l'habillage de la vidéo où vous répondiez à la question qui. Voilà, les questions qui m'étaient posées. Ça me vaut une commission rogatoire internationale. Enfin, moi, voilà. Donc, c'est ce qui est intéressant pour revenir au travail d'Aurélien, c'est que tout ce qu'il a fait va peut-être mettre la puce à l'oreille d'Elon Musk. Elon Musk, on voit bien, est quand même pris dans certains intérêts, puisqu'on voit bien que si on voulait être méchant, on dirait que Elon Musk est sur le transhumanisme, la voiture électrique et les réseaux sociaux et la conquête spatiale. C'est-à-dire qu'il est quasiment sur les 4 plus gros mensonges de l'époque. C'est-à-dire que son business, c'est les 4 plus gros mensonges je veux dire, il y a, voilà, ils sont presque tous, si on veut. Donc en même temps, il y a ça. On voit qu'il est à la pyramide du Louvre pour la soirée avant la cérémonie d'investiture avec effectivement les Macron et le Gotha. Et en même temps, là, il sort du bois en faisant cette interview avec Trump. On voit que la question transgenre est centrale dans son basculement puisqu'elle tient au changement de sexe de son fils. Et on voit que Aurélien est effectivement banni, et d'ailleurs c'est ce qui lui est reproché, même si on va toujours trouver d'autres prétextes, puisqu'il a été banni sur demande de Franck Tapiro, je crois, de la Diaspora Defense Force. Defense Forces, ouais, pourquoi quand on s'intéresse au passé de Brigitte Macron, on est taxé d'antisémitisme? Je pense que quand la réponse à cette question sera arrivée, je pense que, voilà, quand cette question aura une réponse claire. Candace Owen virée du Daily Wire, qualifiée d'antisémite, moi commission rogatoire internationale et qualifié d'antisémite, et Aurélien Poirson-Atlan débarqué de X sur demande de Franck Tapiro au nom de la Diaspora Defense Force. Voilà. Donc ça c'est la question. Pourquoi s'intéresser au passé de Brigitte Macron, qui, d'ailleurs, selon tous les biographes, pose problème. Je veux dire, même la journaliste qui fait un livre pour débunker et qui débunke rien, elle écrit, c'est quand même incroyable. Ce truc est juste incroyable. Enfin, on peut citer des extraits, enfin, tout le monde le sait, c'est de notoriété publique. Mais s'y intéresser, poser des questions, c'est être antisémite. Donc, voilà, je pense que là, on a posé le décor. Et je pense que effectivement, dès lors que Elon Musk va vraiment se pencher sur ce qui se passe en France au niveau de la liberté d'expression, ou en tout cas, je pense que, puisque de toute façon, il y a des négociations avec Thierry Breton et Emmanuel Macron, il y a des listes de comptes qui sautent systématiquement, il y a des gens qui sont bannis, sauf à avoir un compte ultra confidentiel sous pseudo, etc., sans en faire la publicité, parce que dès lors qu'on en fait la publicité, ils sautent immédiatement. Donc, toutes ces données-là, un jour, là, je dis, c'est pareil, ils sont assis sur une mine. C'est-à-dire que si Trump est élu, que Musk est conforté au niveau américain, effectivement, par rapport au contrat qu'il peut avoir avec parce qu'on est toujours dans un capitalisme d'État et de connivence, que ce soit en Chine, en Russie, en France, partout. Le capitalisme d'État et de connivence partout. Et si Musk sent qu'il a un appui à Washington avec l'élection de Donald Trump, eh ben, est-ce qu'un jour il n'y aura pas des Twitter leaks effectivement où il fera fuiter les négociations avec Emmanuel Macron et Thierry Breton? Et à ce moment-là, on verra bien quel sujet dérange vraiment, quels sujets ont été abordés dans ces négociations, et à ce moment-là, on aura un éclairage particulier sur l'œuvre effectivement qu'a réalisé Aurélien sur l'année 2023-2024, qui, je le dis, est une œuvre et qui sera sans doute éditée et qui restera. Et sur l'année 2023-2024, il y a ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fini de faire d'ailleurs, puisque c'est relativement inarrêtable. Vous pouvez fermer un robinet, mais au niveau où on en est, ça fuit partout. Donc, alors un mot tout de même, parce qu'après on a notre troisième invité qui est là, qui est en attente. Un mot tout de même sur le communiqué là de Mark Zuckerberg, le président de Facebook, qui a fait un communiqué où il annonce que Facebook aurait subi des pressions donc de l'administration américaine, du président américain Biden, de l'administration Biden, pendant le Covid, voilà, pour censurer. Qu'est-ce que ça dit tout ça? Ça intervient suite à l'arrestation de Pavel Durov. Qu'est-ce que ça, juste un petit mot. Je pense qu'il se cache derrière l'administration en disant, enfin, il refile la patate chaude. Mais il est évident que Mark Zuckerberg, c'est comme Bill Gates, tous ces types dont on nous explique qu'ils sont des génies qui ont inventé un logiciel
dans un garage ou dans leur chambre à Harvard. Enfin, vraiment, c'est pour Hollywood, tout ça. On est sur des sauf que c'est pas une vraie histoire. On est des programmes liés effectivement au complexe militaro-industriel et au renseignement américain, effectivement au plus haut niveau, avec des personnages qui sont pas des méritants par ailleurs, mais qui sont que les porte-paroles ou les promoteurs de ces projets. Là, la réaction pour moi de Zuckerberg, c'est effectivement résulte de la crainte d'une élection de Donald Trump. Et je pense que Facebook, en fait, s'est discrédité dès lors, comme l'ancienne administration de Twitter, dès lors que le New York Post a été censuré après la diffusion des premiers éléments relatifs à l'ordinateur d'Hunter Biden en octobre 2020. Et ensuite, concernant Twitter, à la censure du compte du président des États-Unis. Donc là, il y a eu vraiment des marqueurs. On voit bien que les taux quand même se desserrent, à part effectivement en France. Et je pense que oui, la réaction de Zuckerberg, c'est de se ménager une porte de sortie et de montrer patte blanche en cas d'élection de Donald Trump au début du mois de novembre. Il faut bien voir que cet agenda, ce mois de septembre et ce mois d'octobre sont 2 mois stratégiques. Hein. Il y a peu d'époques où on a comme ça 2 mois avec une fenêtre d'ouverture où l'histoire peut absolument basculer. C'est-à-dire qu'il y a l'élection de Donald Trump, il y a la situation sur le front ukrainien, il y a ce qui se met en place au niveau des BRICS, il y a des possibilités, effectivement, faut le dire très simplement, c'est-à-dire que si Trump organise la paix en Ukraine, ou en tout cas laisse faire, ne serait-ce qu'en arrêtant la livraison d'armes et en arrêtant le soutien à l'Ukraine, à ce moment-là, on peut très bien imaginer Poutine faisant une conférence de paix avec les pays voisins, donnant des bouts d'Ukraine à la Roumanie, à la Pologne et à la Hongrie, en leur disant, écoutez, voilà, vous récupérez, parce qu'il y a des minorités hongroises, roumaines et polonaises en Ukraine, en leur disant, vous récupérez ces bouts de territoire. Les Polonais rêvent effectivement d'un accès aux 2 mers, en leur disant, vous avez tout ce que vous voulez territorialement, à 2 conditions, c'est la neutralité, vous sortez de l'OTAN, vous sortez de l'UE. Et à ce moment-là, ces structures qui ne peuvent pas vivre sans s'agrandir, que sont exactement comme l'URSS sur l'Afghanistan. D'ailleurs, l'évacuation de l'aéroport de Kaboul annonçait en vérité déjà tout ça. Ces structures qui ne peuvent pas vivre sans grandir, à ce moment-là, vont connaître une phase comme l'URSS, avec des dominos qui tomberont. Pour vivre en Italie, je vois très bien au niveau de l'élite italienne, oui, ils sont pro-UE parce qu'ils prennent des subventions, ils sont pro-OTAN, mais qu'est-ce qu'ils livrent vraiment à Zelensky? Et on voit à côté de ça que les Chinois sont déjà partout, que Mélanie a été reçue, la première dirigeante reçue en post-Covid à Pékin. Genre quand vous êtes à Milan, vous comprenez que vous êtes à l'arrivée des routes de la soie. Enfin, c'est très très clair. Et les Italiens, comme ils ont toujours fait, basculeront au moment où il y aura une opportunité de le faire. Et en vérité, plus personne n'a tellement envie d'être dans ces structures mortifères que sont l'Union européenne et l'OTAN. Et à ce moment-là, effectivement, la France va devenir une sorte de fort Alamo avec le cartel médiatique français, la caste, etc. Et ça se réglera effectivement, ce sera le dernier bastion, et ça se réglera dans la violence, comme ça s'est toujours réglé dans l'histoire de France, comme quand on est passé les protestants, les catholiques, la Révolution française, l'épuration, etc. La France, c'est toujours des grandes passions, et dans beaucoup de pays où on sortira du monde unipolaire de façon pacifique en quelques jours, je pense en particulier à l'Italie, en France, ça se fera effectivement au prix sans doute d'une guerre civile. Donc c'est aussi ça qu'il faut essayer d'éviter. Il faut réunir les conditions d'une pédagogie vis-à-vis du peuple français qui, je le redis, vit sous une chape de plomb et comprend finalement très peu les enjeux contemporains. Et c'est ce travail-là qu'a fait Aurélien, c'est ce travail qu'on essaye de faire, et c'est pour faire ce travail que, je dirais, la machine étatique s'est mise en branle contre nous. Voilà. Alors juste pour terminer, et peut-être qu'on va terminer sur un scoop, je ne sais pas, vous allez nous le dire, mais Aurélien a annoncé dans une interview cet été que vous étiez visiblement en pourparlers avec les équipes de Brigitte Macron pour peut-être faire une interview à Milan.
Alors j'ai entendu ça et j'ai bondi, je me suis dit tiens, et Aurélien a annoncé que Xavier Poussard serait le journaliste à même pour mener cette interview. C'est une tentative, hein. Il est pas dit. Alors racontez-nous parce que ça m'a intrigué tout ça, ça nous a intrigué nous. C'est une plaisanterie, mais qui est aussi une proposition, c'est-à-dire pourquoi. Je l'ai proposé, hein, Xavier, sa fille, hein, malgré tout. Voilà, on a proposé. Toujours avec Zoé, c'est une plaisanterie qui peut tout à fait être réelle à tout instant. Moi, j'aimerais beaucoup l'organiser. Il y a des choses extrêmement bizarres au niveau de Tiphaine et Laurence Auzière. Enfin, voilà, dans leur parcours. Je pense qu'il y a un secret de famille, en fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'il y a un secret de famille. Et en fait, dans cette famille, parce que nous, on a contacté énormément de gens au téléphone, on sent qu'il y a un besoin de parler, mais qu'il y a encore quelque chose de bloqué. D'ailleurs, Emmanuel Anison, qui a participé à l'enquête à sa façon, a pu aussi le constater. C'est un secret de famille, et au bout d'un moment, pourquoi ne pas crever l'abcès, effectivement. Et je pense que les Français seraient prêts à entendre cette histoire, pourquoi pas. Donc pourquoi pas un entretien mieux, mais on n'est pas l'espace du dialogue, vous voyez, complètement rompu. En vérité, je perds jamais espoir. Voilà. On verra si ça aboutit, qui sait, parce que eux-mêmes ne maîtrisent pas la totalité du narratif en ce moment. Donc d'ici le mois de novembre, on voit que, par exemple, en Grande-Bretagne, le prince Andrew peut aller s'expliquer sur Channel 4 sur ses photos avec Jeffrey Epstein, etc. S'expliquer sur son passé, s'expliquer sur sa vie. Ça, c'est possible dans un pays comme la Grande-Bretagne. C'est des pays où les problèmes se règlent généralement plus pacifiquement. En France, c'est complètement impossible, si vous voulez. Je suis prêt à venir en Zoé Sagan. Je peux venir en David Bowie féminin pour interviewer Brigitte. Je suis prêt même à me transformer s'il le faut, et je mettrai mes Freddie Mercury. Nous